L'État, il veut que les gens déclarent leurs armes. J'ai un tout petit pistolet, mais trop mignon, avec une crosse de nacre. C'est un pistolet de dame. Ouais. Normalement, mais j'ai pas de balle. Ouais, normalement, tu dois le déclarer. S'il est en état de marche, tu dois le déclarer. Oui, l'État, il entend de... L'État, il veut vérifier. Il veut vérifier tous les gens qui ont des armes à feu de chez eux. Ils disent qu'il y a plus de 6 millions. 6 millions de personnes, 6 millions d'armes à feu en France. Tu l'as déclaré, tu la gardes. Vous avez une arme, Gérigo? Si j'en avais une, je voudrais la garder pour me défendre contre les gens qui pourraient m'attaquer, qui eux sont en train de la rendre. Parce qu'il ne la rendra jamais. Voyez. Attends, là, c'est pas vraiment une contrainte. Comment l'État va aller chercher les gens? Mais là, c'est pas une contrainte, on invite les gens et en même temps, il y a plein de gens qui sont. Mais pourquoi désarmer? Du grand-père. Pourquoi désarmer? Exactement. Moi, j'ai connu des cas, on appelle la gendarmerie qui dit ah non, mais surtout, vous venez pas avec, etc. Finalement, cette journée-là, c'est compliqué de le mettre à la déchetterie et donc, finalement, ce jour-là, c'est l'occasion de se débarrasser. Il y a un double. T'arrives à la déchetterie, il y a Paris, c'est pas ce que c'est qu'une déchetterie, mais je vous emmènerai en province, vous découvrirez. Je connais très bien la déchetterie. Il y a un double objectif à cette initiative faite par le ministère de l'Intérieur. C'est de récupérer ces armes évidemment, mais pourquoi? Parce qu'il y a les accidents. Parfois des gens qui gardent des armes chez eux dont ils n'ont pas besoin, qu'ils ont hérité, etc. Et ben oui, ça arrive. Malgré tout, des enfants qui jouent avec ces armes. Bon, faut quand même être con pour laisser une arme. Ah ben oui, mais chaque année, il y a de très nombreux accidents domestiques. Il y a des armes, y compris dans la police. Et c'est une réalité, c'est factuel. Et il y a aussi les violences conjugales. Avoir une arme à son domicile. Et bah oui, et donc l'initiative du ministère de l'Intérieur, c'est dans ce sens-là, c'est pour éviter, au moins il y aura pas les gens volontaires, voilà. Et puis je pense que en fait, désarmer les gens parce que vous avez un plan. Et du coup, si jamais il y a un cambriolage et l'arme est dans la nature, c'est important de savoir effectivement qu'il est mort. Et donc après, il faut reconnaître que c'est une procédure assez contraignante, hein. C'est-à-dire que moi j'ai un pistolet que j'ai hérité de mon père qui était militaire, donc il faut se déclarer, il faut l'enfermer dans un coffre qui est fixe, il faut s'inscrire dans un club de tir, il faut aller tirer au moins 3 fois par an, il faut renouveler l'autorisation de détention d'armes tous les 3 ans, je crois. C'est administrativement c'est un peu lourd. On se réjouit que ce soit pas simple de posséder une arme. C'est dissuasif. Effectivement, beaucoup de gens, je pense que c'est aussi un des intérêts de cette opération, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas qu'ils sont censés déclarer les armes qu'ils ont hérité. Absolument. Ah bah je ne savais pas, oui. Et là on a un arsenal chez Estelle. Mais le nombre de fusils de chasse, c'est un tube. C'est un tout petit pistolet, il est même pas... C'est un mini pistolet. Le fusil de chasse. Non mais c'est mignon. Gardez vos fusils de chasse. C'est une agrafeuse en forme de pistolet. Mais comment ça, garder vos fusils de chasse? Si t'es pas chasseur, ça sert à rien. Ah, c'est un souvenir du père, du grand-père, c'est une tradition française. Il faut déclarer. Oui, mais en tout cas, ne les rendez pas. Déclarez-les, gardez vos armes. Ça paraît curieux, mais il y a une dimension, il peut y avoir une dimension sentimentale dans une arme, bien sûr. C'est un objet, comme tout. Là, je sens que vous allez voir que la dimension sentimentale va vous échapper sur le prochain immanquable du jour. La réponse du jour. Emmanuel Macron juge normal que la justice fasse son travail sur l'affaire McKinsey, désormais élargie à ses campagnes électorales de 2017 et de 2022. 2 informations judiciaires sont ouvertes par le parquet national financier pour tenue non conforme de compte de campagne et favoritisme et recel de favoritisme. Interrogé en marge d'un déplacement à Dijon, le chef de l'État précise qu'il ne pense pas être au cœur de ces enquêtes. Vous croyez ou pas, Laurent? Non, de toute façon, il ne faut pas déclarer, c'est anormal que la justice fasse son travail. Je suis au cœur de ces enquêtes. Dans la catégorie porte ouverte, c'est quand même... même... Non, mais il aurait pu se taire, il aurait pu une très bonne réponse. Après, je pense qu'il est totalement insincère et qu'il sait très bien qu'il y a des problèmes. Mais quel problème? Le problème, c'est qu'effectivement, vous faites bosser des gens pour votre campagne, et c'est les mêmes à qui vous confiez des gros contrats une fois que vous êtes élu. C'est pas un problème, ça? Et s'il y a eu un appel d'offres? Ouais. Les appels d'offres, d'abord, ils sont pas toujours transparents. Il y a les appels d'offres. Si vous doutez de tout, comment on peut s'en sortir? J'ai de solides raisons de douter. Le problème, c'est qu'ils ont travaillé bénévolement pendant la campagne. Le sujet, c'est est-ce que ce travail bénévole est bien un travail bénévole? Est-ce que le travail bénévole d'un militant politique, il est encadré? On ne peut pas faire n'importe quoi, que ce soit d'ailleurs McKinsey ou le plombier du quartier, même si le plombier du... Oui, il y a par rapport à votre temps de travail, il y a un certain nombre de temps le soir, il y a un certain nombre de temps le week-end, c'est-à-dire que militants.
quand on est militant politique, notamment dans une campagne électorale, où il y a des comptes de campagne, je ne parle pas si vous collez des affiches pendant l'année, mais dans une campagne électorale, le militant politique, le temps de bénévolat, il est encadré justement pour dire, si McKinsey a bossé bénévolement 50 heures la semaine, enfin, qu'ils ont envoyé des mecs bosser 50 heures la semaine bénévolement pour la campagne Emmanuel Macron, là, effectivement, c'est d'abord pas libellé, c'est la dissimulation de dépenses de campagne, et on va commencer à faire plus que se poser des questions sur le retour sur ascenseur. Après, cela dit, il ne se passera rien jusqu'en 2027, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, il y a l'immunité présidentielle. Après, est-ce qu'il nous la fera façon Chirac ou Sarkozy, qui a été poursuivi une fois sorti de charge? Nous verrons bien. Un exemple. Vous faites venir chez vous un cuisinier français connu, qui vous fait un repas de Noël merveilleux. Il vous dit, je ne te compte rien, Estelle, je te l'offre. Ouais. Et puis ensuite, sur le compte de votre société, vous allez faire 15 repas à 30 000 € chez lui pendant l'année suivante. Il y aura un petit renvoi d'ascenseur quand même, voilà. Donc ça peut être un petit peu limite. Oui, mais est-ce qu'un renvoi d'ascenseur est illégal? Bah, si c'est argent privé contre argent privé, c'est encore une chose. Si c'est on parle d'argent public, puisque c'est de l'argent de l'État qui a financé McKinsey. Si c'est une campagne présidentielle, c'est de l'argent public. Voilà. Est-ce que ce qu'avait fait François Fillon faisait de lui quelqu'un de disqualifié pour être président de la République? Bah, ça l'a disqualifié en tout cas. D'accord, mais c'était pas lié à la fonction présidentielle. On a considéré que c'était pas très moral. Voilà, donc voilà. Nous allons passer, oh là là, quelle folie, au test du jour. En attendant l'élection le samedi 17 décembre prochain de Miss France, évidemment, le fameux quiz de culture générale est déjà disponible.